Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que le nouveau récit, ça va plus en plus. c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et vous écoutez Nouveau Récit, un podcast produit par Précis. Le contrat de travail que nous on propose à la Fédérale et qui est tout à fait lié au modèle entreprise d'insertion, c'est l'idée d'être un sas, d'être un endroit où on va être en tremplin vers quelque chose qui nous ramène vers le monde habituel, classique, on va dire. Donc par définition, celui qui va rentrer sur un contrat d'insertion chez nous, il ne restera pas plus de 2 ans. Et en moyenne, il reste 15 mois, quand on regarde bien. Alors, il y a certains qui vont, au bout de 6 mois, être prêts à partir dans une autre direction d'entreprise plus classique. D'autres, il faudra les 24 mois. Il y a aussi des échecs, même s'ils sont relativement limités, parce qu'on a un taux de réussite qui est au-delà des 80%. L'idée, c'est justement d'être dans la dynamique et pas dans le statique, et qu'effectivement, je leur dis souvent, ta vie a été cabossée, c'est une certitude, mais aujourd'hui, si nous, on t'accueille, c'est aussi et d'abord parce que tu vas tenir un poste de travail, que tu as les compétences et les qualités pour le faire, et que tu vas surtout bien servir notre client, parce que si tu ne sers pas bien notre client, le client va ne plus être client, et c'est bien les clients qui permettent par les factures qu'ils payent, de te payer. Toi, j'allais dire, l'économie n'est pas plus compliquée que ça parfois, à leur expliquer en tout cas. Voilà. Et ils me disent souvent, tu sais, c'est la première fois dans notre parcours cabossé et chaotique que quelqu'un nous dit que c'est pour nos qualités, nos compétences, et qu'on va bien et qu'on va bien faire le job. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est évident. Mais rien que de partir de ce postulat-là, ça change le regard et ça change leur capacité de se reprendre en main. Alors, évidemment, tout l'accompagnement social qui est fait en France, il est de grande qualité. Bien sûr, il n'y a pas à dire là-dessus. Mais on oublie une chose, c'est qu'il ne faut pas que l'individu se perde dans cette histoire. Et qu'il faut que nous, dans l'accompagnement qu'on fait, qu'on soit des entreprises ou des travailleurs sociaux, il faut redonner la dignité de la personne par sa capacité à reprendre sa vie en main. On est là pour étayer, mais on n'est pas là pour le mettre à part en disant « tu n'as pas la capacité de faire, pauvre petit garçon, pauvre petite fille ». Donc, laisse-nous faire, on va faire à ta place et nous, on va te préserver du monde tel qu'il est, mais ce monde dur et difficile. Et c'est quelque chose de pragmatique. Je ne suis pas certain qu'à 25 ans, je pensais comme ça. C'est parce que j'ai découvert que ça fonctionnait. Et moi, je suis un grand pragmatique. Parce que tu l'as éprouvé. Mais oui, c'est que j'ai compris par les premières expériences dans ce monde-là qu'à partir du moment où on était hyper rigoureux dans les règles, eh bien, les personnes se sentaient mieux avec des règles claires qu'avec une espèce de, soi-disant liberté élargie. En réalité, les premières fois où j'ai eu des entretiens avec des salariés en insertion dans les années 2007, certains ayant eu des comportements étranges et pas acceptables pour moi, quand la discussion se faisait avec eux, je leur disais « mais pourquoi tu as fait ça ici, là, dans la feuille des rames, ce comportement-là demain, tu vas aller dans une entreprise dite classique, tu vas refaire ça ?» « Bah non, je ne ferai pas ça, me dit-il. Ah oui. Alors pourquoi tu le fais chez nous ? Parce que vous êtes une entreprise d'insertion, donc on peut se permettre de le faire puisque vous êtes différent. Et ce jour-là, en tout cas, c'est pas un seul exemple, mais sur celui-là, j'ai compris que il fallait absolument s'affirmer comme étant une entreprise à part entière et de dire que on aurait des règles comme toute entreprise et que ces règles, on n'y dérogerait pas. Et souvent, ils me disent, nos salariés qui rentrent sur des contrats comme ça, vous nous prenez jamais au dépourvu, c'est clair dès le départ de la signature du contrat. On sait exactement où sont les limites. Je dis souvent, l'entreprise d'insertion, elle doit avoir des limites encore plus claires qu'ailleurs, probablement, mais on est beaucoup plus souple dans le cadre que peut être une autre entreprise. C'est à l'intérieur du cadre que la souplesse peut se trouver, mais le cadre, il est beaucoup, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus clair qu'il ne pourrait l'être ailleurs. Et c'est ça qui fonctionne. Alors, je pense que là, c'est important aussi de tendre un petit peu vers les exemples. C'est-à-dire, quelles sont les difficultés, par exemple, de ces personnes
qui ont vocation à venir travailler dans le cadre d'un emploi d'insertion et qui est difficile pour eux à mettre en œuvre. Exemple, je sais pas, par exemple des horaires. C'est un sujet important et on va rebondir après. Mais moi, je pense les collectivités, notamment départements, qui sont l'acteur d'insertion sur les territoires, ils peuvent rien faire en fait pour l'emploi des personnes en fait éloignées de l'emploi sans les entreprises. D'où l'intérêt d'entreprises comme la tienne, mais qui fait face à des défis effectivement quant à leur intégration et entre guillemets, je mets des grosses guillemets, quant à leur productivité et donc sur leur capacité future à être des employés et des collaborateurs performants. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne faudrait pas penser que l'insertion, c'est des comportements différents. C'est les mêmes comportements que tout salarié, sauf qu'ils sont souvent exacerbés. D'accord. Et tu le citais, un des premiers, c'est la ponctualité, évidemment. Et donc, c'est un des premiers trucs sur lesquels on va travailler avec eux, mais pas en étant en train de fliquer les choses. On leur dit, mais voilà le contrat qu'on a ensemble et regarde le règlement intérieur. Une absence, ça sera un avertissement oral. 2 absences, ça sera un avertissement écrit. 3 absences, ça sera une mise à pied. Et à la 4e, on arrêtera le contrat. Tu prendras la porte. Donc, les règles sont claires. Voilà, qu'est-ce que c'est que des règles claires? Et en réalité, quasi jamais on arrive à la 4e étape, qui est le licenciement. Et on leur dit, mais ce que je te dis là, c'est pas pour t'enquiquiner, c'est simplement parce que, regarde, concrètement, un camion benne à ordures ménagères, c'est un conducteur poids lourd et 2 rippers à l'arrière. Si toi, le matin, en tant que ripper, t'es pas là, t'as une demi-heure de retard, le camion va partir sans toi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ton collègue ripper à l'arrière tout seul qui va faire ton boulot. Parce que le boulot, il va falloir le faire. Parce que le client, il doit être satisfait que si on a des cartons à collecter dans le centre-ville de Rennes, il est hors de question qu'ils ne soient pas collectés. Donc, et on n'a pas un individu sous la main en claquant des doigts pour te remplacer. Et tu comprends bien que c'est pas acceptable que ça soit ton collègue qui fasse 2 fois le boulot. Et là, souvent, ils n'avaient pas intégré cette notion-là. Ils pensent que c'est pas grave d'arriver en retard au début, parce que voilà, il y a toujours plein de raisons pour arriver en retard. Moi, ce matin, mon réveil n'a pas sonné, par exemple, mais je suis pas arrivé en retard pour autant. Et donc, voilà, on leur explique les raisons du pourquoi on est rigoureux là-dessus. Il y a plein de raisons. C'est pas simplement pour organiser la vie de manière très militaire. C'est pas du tout ça le sujet. Voilà. Donc souvent, c'est des comportements classiques, mais exacerbés. Après, la ponctualité, c'est une chose. Le respect des consignes, c'en est une autre, évidemment. Et encore une fois, si on donne des consignes et qu'il y a des process dans l'entreprise comme dans toute entreprise, ça peut être, par exemple, pour la sécurité. Si on te dit, tu dois mettre un gilet jaune pour rentrer dans l'atelier parce qu'il y a un Fenwick et que si tu mets pas ton gilet, peut-être que le conducteur du Fenwick ne le verra pas. C'est bien pour la sécurité. C'est pas juste pour faire beau et voilà. Il y a plein de raisons. Pourquoi on t'oblige à mettre les équipements, ce qu'on appelle les EPI, les équipements de sécurité, comme les chaussures de sécurité? C'est bien parce que si tu te fais tomber quelque chose sur le pied, ça va préserver ton pied, que on tient à ce que tu rentres chez toi entier. Il faut toujours, c'est ça la pédagogie, c'est expliquer pour comprendre pourquoi. L'autre aspect qu'on travaille beaucoup avec eux, et ça c'est souvent dans les premiers mois, ces personnes qui relèvent de l'insertion, elles ont potentiellement plusieurs problématiques. Ça peut être à la fois, elles n'ont pas de logement. Je prends des cas un peu isolés, mais ça peut être quelqu'un qui n'a pas de logement, qui est à la rue ou qui est en foyer. Ça peut être quelqu'un qui a des dettes énormes, qui n'a pas et qui a fait l'autruche depuis plusieurs mois ou plusieurs années et que il va falloir qu'on restructure ça avec elle. Ça peut être des gens qui ont été sous addiction à un moment donné et qui ont besoin de reprendre pied dans le travail. Ça peut être des gens qui étaient ou qui sont toujours sous main de justice et dont le juge d'application des peines va autoriser, dans une période de transition vers la sortie, à travailler, s'ils ont un contrat de travail, à pouvoir sortir dans la journée pour bosser. Donc il y a plein de cas de figure possibles et qui font qu'ils ont l'autorisation de postuler à un contrat d'insertion. Donc nous, notre premier boulot, ça va être de remettre un peu les règles et de les définir. S'il y a besoin de travailler le logement c'est un des problèmes quand même majeurs. Aujourd'hui, là, bien sûr, on va être à la manœuvre avec eux. On va jamais faire à leur place, clairement, jamais à leur place. Le coup de fil, c'est eux qui vont le passer. Mais en revanche, on va vérifier que ce sur quoi, dans l'entretien avec notre RH, ils se sont engagés, ils l'ont bien fait la semaine d'après. Et si jamais ils n'ont pas appelé pour tel logement, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et on va rembrayer les choses avec eux.
Donc le logement, c'est quelque chose d'essentiel pour restabiliser la vie de la personne. Et puis on l'a dit, la santé. Très souvent, les personnes en difficulté et qui sont sous traitement pourraient dire « formidable, j'ai là l'opportunité de bosser, je veux tout de suite être à temps plein ». Et puis ils vont oublier qu'ils ont des rendez-vous médicaux parce que l'essentiel dans ce moment-là, ça va être d'être au travail parce qu'un travail ramène un salaire et que pour se réinclure dans la société, évidemment, c'est important d'avoir ce salaire. Mais s'ils oublient leur rendez-vous médical, ils peuvent très vite sombrer totalement dans les problèmes de santé qu'ils avaient auparavant. Donc nous, notre boulot, ça va être de vérifier qu'ils n'oublient pas ça et par exemple de dire, sur les premières semaines, tu ne seras pas à temps plein. Tu vas rester à 30 heures, par exemple, parce que tu as besoin, le vendredi, par exemple, d'aller à ce rendez-vous au CHU pour le traitement qui est le tien. Donc il y a tous ces éléments qu'on va mettre en place les premiers mois et les premières semaines et petit à petit pour les amener vers une capacité d'autonomie forte et ensuite un temps plein et reprendre pied totalement. Et après, le travail, ça va être avec eux de vérifier vers quoi ils ont envie d'aller demain, vers quel métier, quelle entreprise. Et il y a aussi la notion de formation qui intervient. C'est très souvent les personnes, pas tout le temps, mais très souvent les personnes en situation d'exclusion ont un niveau de formation initiale très, très bas. Et donc, il va falloir retravailler ce truc-là. Et c'est parfois vers la formation qu'il faut qu'ils retournent et pas tout de suite vers l'emploi après le passage dans l'entreprise fédérale. Voilà, donc les cas de figure sont nombreux. Et on a chez nous une personne qui est responsable des ressources humaines, qui est en charge de l'insertion, c'est Maëlle, et dont c'est le métier depuis de nombreuses années chez nous, qui fait parfaitement bien son taf. Et son métier, c'est effectivement d'observer toutes ces nécessités-là auprès de la personne et de l'aider, de l'accompagner, d'étayer, de regarder si le chemin est possible avec eux, sans jamais faire à leur place, ça j'insiste, parce que c'est totalement néfaste de vouloir faire à leur place.